Passons maintenant à la partie 6.1 où nous allons nous intéresser à la bonne définition d'une suite définie par une relation de récurrence. Puisque j'aime décidément beaucoup les petits dessins, nous allons commencer par en faire un pour motiver cette partie. J'ai ici, comme toujours, comme précédemment, tracé le graphe d'une fonction f. Je choisis un point de départ u0 et je vais déterminer graphiquement les termes successifs de la suite. Donc je fais la même chose que d'habitude, je commence par calculer u1, qui va arriver quelque part par là, et puis une fois que j'ai u1, je calcule u2, me voici arrivé ici, et enfin, alors vous voyez que le graphe de f, ça pourrait être celui de log, hein. Et enfin donc, quand j'arrive à u3, et là il y a un gros problème, u3 est strictement négatif, et f de u3 n'existe pas. Donc nous sommes coincés, et nous pouvons affirmer que cette suite n'est pas définie. Donc ce problème peut se produire de manière très naturelle, et à chaque fois que nous allons définir une suite par récurrence, il va falloir se poser la question de sa bonne définition. Donc il y a deux aspects. Il y a c'est deux aspects un peu trompeurs parce qu'on utilise le mot définir pour les deux. Donc quand je pose u0 appartenant à D et pour tout n, un plus 1 égale f de un, d'une certaine manière, je définis une suite, mais finalement je n'ai pas de garantie sur le fait que f de un existe toujours. Je n'ai pas de garantie sur le fait que un appartienne toujours à l'ensemble de définitions de f. Donc ce que je vais appeler la bonne définition de la suite, c'est le fait de dire que tous les termes de la suite existent bien, et donc cette suite existe. Donc ce n'est pas parce que vous allez écrire ce que je viens de mettre sur la page de droite, qu'automatiquement votre suite va vraiment être définie. Il va falloir vérifier que vous pouvez bien à chaque étape calculer f de un. Et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Traitons quelques exemples concrets. Donc évidemment, si je prends le premier terme u0 égale moins 1 et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale log de un. Alors on voit tout de suite où est le problème, u0 n'appartient même pas à l'ensemble de définition de la fonction log, donc il est complètement impossible, ne serait-ce que de définir le terme u1. Donc ici u1 n'existe même pas. Donc bien sûr la suite n'est pas définie. N'est pas bien définie en tout cas. Autre exemple, je choisis u0 égale 4, et pour tout n appartenant à grand N, je pose un plus 1 égale moins 1 plus racine de un. Alors ici, je peux très bien calculer u1. Pour u1, j'obtiens moins 1 plus 2, donc 1. Je peux encore calculer u2 qui est égal à moins 1 plus 1, donc 0. Et maintenant, je suis embêté, puisque j'obtiens u3 égale moins 1, qui est strictement négatif. Donc u4, cette fois-ci c'est u4, qui n'existe pas. Donc la suite n'existe toujours pas, je ne peux pas aller plus loin que le rang numéro 3. Alors ici, le problème arrive relativement vite, mais rien ne garantit que le problème arrive dans les premiers termes. Si je garde la même fonction que l'exemple précédent, mais en prenant u0 égale 10 puissance 100, et donc je garde que pour tout n dans n, un plus 1 est égal à moins 1 plus racine de un, eh bien je me rends compte que u10 existe encore, mais pas u11. Et on peut imaginer très facilement un exemple où par exemple le premier million de termes existe, mais c'est le millionième plus 1 qui n'existe pas. Donc il faut vraiment que tous les termes soient définis jusqu'à l'infini pour que la suite soit bien définie, et il ne suffit pas de regarder les 2-3 premiers termes. Alors on se rend bien compte que pour que la suite un existe bien à tous les rangs, il faut qu'à tous les rangs un soit dans l'ensemble de définition de f. Et ainsi, un plus 1, qui sera égal à f de un, doit encore appartenir à l'ensemble de définition de f. Donc pour tout n, il faut avoir un dans D et f de un encore dans D, ce qui motive la définition suivante. Si nous prenons grand D, donc une partie de R, et que nous avons une fonction réelle petit f définie sur D, alors toute partie grand A incluse dans D est dite stable par f si f de grand A est encore incluse dans grand A. Ce qui en termes quantifiés va s'écrire pour tout x dans A, f de x appartient à A. Alors cette définition est très importante, elle va vraiment être au cœur de tout ce chapitre, ce sera le point de départ de toutes les études de suite récurrentes.
Vous ferez bien attention au vocabulaire, ça n'est pas f qui est stable, c'est bien grand A qui est stable. Donc ne mélangez pas les choses, la partie A est stable par f, et on peut s'en rendre compte sur un graphique. Premier type de graphique possible, un bon vieux graphique en patate. Donc si je dessine une fonction grand F, en associant donc à chaque élément de l'ensemble de départ une image à l'arrivée, par exemple de la manière suivante. Alors vous remarquez qu'ici, j'ai bien pris soin de prendre le même ensemble au départ et à l'arrivée. J'ai fait un copier-coller, donc petit f est une fonction ici qui va de E dans E. Donc la notion de partie stable peut se définir indépendamment des fonctions réelles. On peut définir cela pour toute fonction d'un ensemble E dans un ensemble E. Si je prends ici la partie grand A, je remarque que je peux aussi dessiner cette partie grand A, la représenter à l'arrivée, entre guillemets. Eh bien, si je dessine f de grand A, je vois que elle est constituée de ces deux points-là. Ici, f de grand A est bien inclus dans grand A. Donc la partie grand A est stable par f. Par contre, si je choisis cette partie grand B, que je peux représenter à nouveau au départ mais aussi à l'arrivée, si je détermine f de grand B, eh bien pour f de grand B, j'obtiens cette fois-ci cette partie-là, qui n'est pas incluse dans grand B, comme nous pouvons le voir. Donc B, par contre, n'est pas stable par F. B n'est pas stable par F. Alors bien sûr, il faut aussi voir la représentation graphique pour une fonction de R dans R. Donc voici le graphe d'une fonction réelle. Si je choisis comme intervalle, comme partie grand B, je vais choisir cet intervalle ici. Quel est f de grand B? Eh bien pour cela, je détermine toutes les images des éléments de B par f et j'observe donc graphiquement que la partie f de grand B, eh bien c'est tout cet intervalle vertical ici. Hop, tout cela, c'est f de grand B. Donc ici, nous voyons que f de grand B n'est pas incluse dans grand B. Parce que si je représente f de grand B, si je représente la partie B sur l'axe des ordonnées, j'observe que cette partie B, c'est cette partie-là. Donc, nous voyons bien que la partie f de grand B n'est pas incluse dans grand B, donc la partie grand B n'est pas stable par f. Par contre, si je choisis la partie grand A délimitée ici par cet intervalle, eh bien, si je détermine son image par grand F, je vais obtenir la partie suivante. Donc j'effectue le même genre d'opération. Je peux déjà représenter la partie grand A sur l'axe des ordonnées, ce qui va me donner quelque chose comme ça. Donc ici j'ai grand A sur l'axe des ordonnées, et si je détermine la partie f de grand A, eh bien vous allez voir qu'elle est bien incluse dans grand A, puisque tout simplement la partie f de grand A, eh bien la plus grande valeur possible prise par f sur l'intervalle A, c'est à peu près cette valeur-là, et la plus petite valeur, c'est celle-ci. Donc ici, nous avons f de grand A qui est donc bien incluse dans grand A. J'espère que mon graphe est clair. Donc ici, nous pouvons dire que grand A est stable par petit f. Donc quand nous avons une partie stable, eh bien, graphiquement, nous pouvons repérer cela en voyant que le graphe de f se trouve dans un carré dont les coins se trouvent sur la diagonale. Si je prends ici la partie qui a pour abscisse grand A et pour ordonnée grand A à nouveau, eh bien je vois que j'obtiens ici un carré, qui est en fait l'ensemble grand A croix grand A dans R2. C'est un carré dont deux des coins se trouvent ici sur la diagonale. Si le graphe de petit f se trouve entièrement contenu dans ce carré, ce qui est le cas pour grand A, eh bien la partie grand A est stable par f. Par contre, si je prends un carré ici,
le carré grand B croix grand B dans R2, eh bien j'observe que le graphe de petit f n'est pas contenu dans ce carré sur la partie d'abscisse grand B, puisqu'ici toute cette partie du graphe en sort. Donc grand B n'est pas stable par f. Le théorème important est donc le théorème suivant, qui, à nouveau, je le répète, va être le point de départ de toutes nos études de suite récurrentes. Donc théorème, nous gardons le même cadre. Petit f est une fonction définie de grand D dans R, et grand A est une partie de grand D. Si A est stable par petit f, et que U0 appartient à grand A, alors la suite définie par U0 comme premier terme, et pour tout petit n, un plus 1 égale f de un, alors cette suite est bien définie. Et en plus, pour tout n, le terme un appartient à grand A. Tous les termes de la suite sont dans grand A. Alors pour démontrer ce théorème, nous commençons par le deuxième point, c'est-à-dire que nous commençons par montrer que pour tout n, un appartient à grand A, et c'est pour cela que f de un va exister et que la suite va être bien définie. Mais dans l'énoncé, je donne les résultats dans l'ordre dans lequel nous allons les donner quand nous étudions la suite. Lorsque nous allons étudier une suite récurrente, nous allons d'abord donner une partie stable, qui va contenir le premier terme de la suite, et notre conclusion va être, déjà, première conclusion, la suite est bien définie, ce qui est le plus important. Et le deuxième renseignement, qui ne sera pas du tout dénué d'intérêt, c'est en plus que tous les termes de la suite vont être dans grand A. Alors pour étudier une suite, et éventuellement pour voir si elle a une limite, savoir déjà que tous ces termes se trouvent dans une certaine partie de R, c'est quelque chose de très important. Par exemple, si la partie grand A est bornée, eh bien en disant que tous les UN sont dans grand A, nous savons déjà que nous avons une suite bornée. Il suffira donc de montrer qu'elle est monotone pour être sûr qu'elle a une limite. Et nous allons voir que cet argument va être utilisé quasiment systématiquement dans les études de suite. La démonstration se fait par récurrence. Donc j'insiste sur le fait que cette démonstration fait partie du programme, donc lors d'une étude de suite récurrente, vous n'aurez pas à rédiger cette récurrence. Vous pourrez utiliser directement le théorème, et c'est là l'intérêt de ce théorème, c'est que dès que vous dites que vous avez une partie stable qui contient U0, vous avez immédiatement cette conclusion, et vous n'êtes pas obligé de refaire la récurrence. J'insiste car très souvent dans les résolutions d'exercices, on voit des élèves qui refont cette récurrence sans parler de partie stable. C'est d'une certaine manière un peu de temps perdu. Alors par récurrence, nous allons poser l'hypothèse suivante. Posons pour tout n appartenant à grand N. Le terme de la suite UN existe, et de plus, il est dans grand A. Et nous allons appeler Hn cette hypothèse de récurrence. Donc évidemment, H0 est vrai, il n'y a rien à dire puisque c'est l'une de nos hypothèses, U0 appartient à grand A. Pour ce qui est de l'hérédité, introduisons un entier petit n tel que Hn est vrai. Donc cela nous garantit que le terme UN existe, et UN est dans grand A. Or la partie grand A est incluse dans grand D, et petit f est défini sur grand D. Donc f de UN est bien défini. F de UN existe, et donc nous pouvons déjà affirmer que le terme UN plus 1 existe. De plus, grand A est stable par petit f, et UN appartient à grand A. Dire que grand A est stable par f, c'est dire que pour tout x dans grand A, f de x appartient à grand A. Donc ici, puisque UN est dans grand A et que grand A est stable, eh bien f de UN appartient à grand A, c'est-à-dire que UN plus 1 est bien un terme de grand A. Donc, notre hypothèse au rang n plus 1 est vérifiée. Et par principe de récurrence, nous avons démontré notre résultat. Tous les termes de la suite UN existent, quel que soit leur rang, et de plus, ils sont tous dans la partie grand A. Nous allons maintenant traiter deux exemples. Un premier exemple qui va être parfaitement simple. Je considère la suite définie de la manière suivante, U0 égale 1, et ensuite, pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale 1 plus racine de UN. Ici, je peux introduire la fonction f qui va de R plus dans R et qui à x associe 1 plus racine de x. Donc, j'ai défini la suite en posant UN plus 1 égale f de UN. Est-ce que l'on peut donner une partie stable par petit f? Le plus simple, c'est toujours d'essayer de voir si l'ensemble de définitions de petit f est bien stable. Est-ce que c'est le cas ici? Eh bien, si x est un réel positif, f de x est égal à 1 plus racine de x, qui est bien positif.
Donc, la partie R+, est bien stable par f. f de R+, est bien inclus dans R+, puisque, pour tout x dans R+, f de x appartient à R+. Donc, puisque U0 appartient bien à R+, nous pouvons tout de suite dire que, pour tout n appartenant à grand N, Un existe, et Un appartient à R+, avec le théorème précédent. Malheureusement, vous aurez parfois à étudier des suites un peu plus subtiles. Par exemple, si je prends cette suite qui ressemble un peu à la précédente, je garde U0 égale 1, mais cette fois, pour tout n dans grand N, je vais poser Un plus 1 égale moins 1 quart, plus racine de Un. Donc la fonction à considérer, cette fois-ci, c'est la fonction f qui va de R+ dans R, et qui à x associe moins 1 quart plus racine de x. Nous constatons cette fois-ci que f de 0 est égal à moins 1 quart, qui est strictement négatif, donc il existe un point de R+, dont l'image par f n'est pas dans R+. Ainsi, la partie R+, n'est pas stable par petit f. Alors cela ne veut pas dire nécessairement que la suite UN n'est pas bien définie. Il est tout à fait possible qu'il existe une partie stable par f qui contienne U0, c'est juste que cette partie stable, ça ne sera pas l'ensemble de définitions en entier. Pour nous mettre sur la piste, nous allons à nouveau faire une petite représentation graphique. Donc ici, sur ce graphique, nous avons le graphe de f, alors il est tracé à main levée, vous m'excuserez, il n'est pas parfait, mais bon. Moins 1 quart se trouve ici. Il se trouve que f a un seul point de contact avec la diagonale d'équation y égale x, et ce point de contact se trouve justement en 1 quart. Donc c'est ce point de tangence qui n'est pas parfaitement clair sur le graphe, mais nous allons imaginer, ce qui est le cas, nous allons imaginer qu'ici, le point d'abscisse 1 quart, son image par f, c'est encore 1 quart. Et par contre, en dehors de 1 quart, f se trouve strictement sous la diagonale. Alors, si je prends ici, donc là je vais avoir 1,5, 3 quarts et ici 1, si je prends comme point de départ U0, je peux tracer graphiquement les différentes valeurs successives prises par la suite UN. Donc je vais avoir un escalier, et cet escalier, il descend tranquillement vers le point fixe 1 quart. 1 quart est le seul point fixe de la fonction f. Donc on a bien l'impression que, oui, tous les termes de la suite vont bien exister. En plus, la suite va être décroissante et va tendre vers 1 quart, mais cela pour l'instant n'est pas ce qui nous intéresse, mais en tout cas, tous les termes vont exister et vont être supérieurs ou égaux à 1 quart. Alors comment montrer cela ? Eh bien, nous allons le voir à plusieurs reprises, mais les points fixes jouent un rôle fondamental pour déterminer les parties stables par une fonction petit f. Ici, nous pouvons faire le raisonnement suivant. Premièrement, f de 1 quart est égal à 1 quart. En effet, f de 1 quart, c'est moins 1 quart plus racine de 1 quart, donc c'est moins 1 quart plus 1 demi, qui est bien égal à 1 quart. D'autre part, la fonction f est croissante, ce qui est évident, puisque f c'est la fonction racine, qui est croissante, plus une constante. Donc c'est toujours une fonction croissante. De ces deux points, nous pouvons donner la propriété suivante. Si je calcule l'image de l'intervalle f de 1 quart plus l'infini, si je calcule l'image de l'intervalle 1 quart plus l'infini par la fonction f, eh bien la fonction f étant croissante, nous savons que cet intervalle c'est f de 1 quart, et ensuite la limite de f en plus l'infini. Mais cette limite, c'est plus infini. Donc c'est bien 1 quart plus infini. Donc ce calcul nous permet d'affirmer que 1 quart plus l'infini est stable par f. Donc l'ensemble de définitions de petit f n'est pas stable par f. Par contre, il existe une partie réduite, une partie qui est plus petite que l'ensemble de définitions, mais qui est stable par petit f. Or, il se trouve que ici U0 qui est égal à 1 appartient à cette partie stable. Et donc là encore, de ces deux points, nous pouvons tirer grâce au théorème que la suite UN est bien définie. Et de plus, tous ces termes appartiennent à la partie, sont plus grands qu'un quart, ce qui sera plus simple. Tous ces termes appartiennent à notre partie stable, c'est-à-dire que pour tout n, UN est plus grand qu'un quart. Donc rien qu'en disant cela, nous avons deux renseignements très importants. La suite est bien définie, ce qui est tout de même le point de départ de tout. Et en plus, nous savons que tous ces termes sont plus grands qu'un quart, donc la suite est minorée.
Si nous arrivons à montrer par d'autres moyens que nous verrons un peu plus tard dans ce chapitre que la suite UN est bien décroissante comme nous avons l'impression de le voir graphiquement, eh bien nous saurons que la suite UN converge. Alors de plus, la représentation graphique semble indiquer que cette limite c'est 1/4, qui est un point fixe de f. Eh bien, ce point important, nous allons le retrouver dans la partie 6.2 que nous allons étudier tout de suite. Donc voici un théorème fondamental pour l'étude des suites récurrentes. Nous nous plaçons dans le cadre habituel, nous prenons petit f une fonction définie de grand D dans R, U0 appartenant à grand D, et UN une suite définie par la relation pour tout n, UN plus 1 égale f de UN. Et nous supposons ici que la suite est bien définie. C'est-à-dire qu'ici, donc le bien défini, implique qu'ici, nous supposons que pour tout n dans grand N, UN appartient bien à grand D. Alors nous avons deux hypothèses. Si UN converge vers une limite petit l, alors d'après ce que nous avons vu un peu plus haut dans ce chapitre sur les suites, si tous les UN sont en grand D et que cette suite converge vers une limite petit l, alors petit l appartient à ce que nous avons déjà dénoté D bar, c'est-à-dire l'ensemble D, qui souvent dans notre cas sera un intervalle, augmenté de ces bornes si D ne contient pas encore ces bornes. Deuxième hypothèse, f est continue en petit l. La notion de continuité, nous la reverrons dans un chapitre prochain, mais cela signifie ici que petit f a une limite en L et que cette limite c'est bien f de L. Petit f tend vers f de L en L. Alors, f de L est égal à L, c'est notre conclusion. Autrement dit ici, petit l est un point fixe de f. Plusieurs remarques sur cet énoncé, attention surtout à ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Déjà, vous voyez que c'est une implication si alors. Si nous avons ces hypothèses vérifiées, alors nous avons cette conclusion. En aucun cas, nous n'avons l'inverse. Si L est un point fixe de petit f, nous n'avons pas forcément UN qui converge vers petit l. UN ne converge pas forcément vers petit l. Nous en avons déjà vu des exemples. Nous pouvons redonner un exemple concret ici, graphique. Donc en effet, considérons un exemple graphiquement, rapidement. J'ai ici cette fonction f, elle a bien un point fixe petit l, mais si je choisis U0 ici, eh bien en effectuant la construction graphique habituelle, je me rends compte que quand je trace les différentes images, en tout cas les différents termes successifs de la suite, j'obtiens un escalier qui semble bien m'amener vers plus l'infini. Et pourtant, f a un point fixe. Donc ici, la suite UN tend vers plus l'infini, bien que f est un point fixe. Donc ça n'est pas parce que f a un point fixe, et que nous avons une suite définie par UN plus 1 égale f de UN, que systématiquement, cette suite va tendre vers le point fixe. C'est un résultat qui est faux. Ici, c'est dans l'autre sens. Si UN converge, alors la limite est un point fixe. Et puis je ne fais pas ici de dessin graphiquement, mais il y en a dans la vidéo précédente. Il est tout à fait possible que la fonction f ait 2 ou 3 points fixes. Alors dans ce cas-là, il est bien clair que si une suite converge, elle tend vers l'un des points fixes, mais nous ne savons pas lequel. Et donc forcément, les autres points fixes qui ne sont pas la limite, eh bien, ce sont des points fixes qui ne sont pas limite de la suite récurrente. Autre point important ici, c'est que si UN a une limite, pour pouvoir appliquer ce théorème, il faut que cette limite soit finie, puisqu'ici j'ai bien écrit que UN converge vers une limite. Alors, à nouveau, regardons l'exemple qui est juste en bas de cette page, à gauche. J'ai ici une suite UN qui tend vers plus l'infini, donc elle a bien une limite, mais elle ne converge pas, donc elle ne tend pas vers un point fixe. Et puis la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de continuité en petit l de grand F. F est continue en L. Très souvent, la fonction f que nous étudierons sera continue sur tout l'ensemble D, donc elle sera en particulier continue en petit l, mais cette hypothèse est indispensable et il s'agit de ne pas l'oublier à l'écrit quand vous allez utiliser ce théorème. Donc attention, ici f doit être continue. Écrivez-le toujours à l'oral et nous pouvons, là encore, considérer un exemple graphique. Voici le graphe de ma fonction f, je choisis U0 ici, je fais ma représentation graphique habituelle, vous commencez à bien la connaître, et j'ai un escalier qui converge vers ce point ici. Ce point que je vais appeler alpha.
je vais l'appeler L en fait, puisque c'est une limite, appelons-le L tout simplement. Donc ce point petit L, c'est la limite de ma suite UN. Est-ce que pour autant c'est un point fixe? Eh bien non, puisque f de L se trouve ici. Pourquoi est-ce qu'ici la limite, qui est pourtant finie, n'est pas un point fixe de f? Parce que f n'est pas continu en L. Donc ça c'est un cas que vous ne rencontrerez jamais probablement concrètement dans un devoir ou dans un exercice. Je n'ai pas vu d'exemple d'étude de suite récurrente avec une fonction f qui n'était pas continue. Ça n'est pas une raison pour oublier cette hypothèse, elle fait partie des hypothèses de l'énoncé, il faut absolument le mentionner. La démonstration, c'est tout simplement une composition de limites. Nous avons un qui tend vers petit l quand n tend vers plus l'infini, et f qui tend vers f de l quand f de x tend vers f de l quand x tend vers petit l. Donc en composant les deux, nous avons vu ce résultat dans une partie précédente de ce chapitre, mais sans l'avoir démontré, car pour le démontrer rigoureusement, il nous faudra d'abord définir la limite d'une fonction. Eh bien en composant ces deux limites, nous voyons que f de un tend vers f de l quand n tend vers plus l'infini. Or il se trouve que f de un est égal à un plus 1. Donc la suite un plus 1 tend vers f de l. Mais un plus 1 est une sous-suite de la suite un, et un tend vers l. Donc un plus 1 tend nécessairement vers l aussi, et ainsi, par unicité de la limite, nous avons f de l égale l. Donc un dernier mot sur ce théorème, nous ne pouvons l'utiliser que lorsque nous savons déjà que un a une limite. Donc nous voyons se dégager un schéma d'étude de ces suites récurrentes. Première étape, nous démontrons que la suite est bien définie en utilisant une partie stable. Ensuite, nous montrons par un moyen ou un autre que la suite a ou pas une limite. Ce sera l'objectif des prochaines vidéos sur cette section. Et ensuite, si jamais la suite converge, nous pouvons savoir, grâce à ce théorème, que sa limite est un point fixe. S'il n'y a qu'un point fixe, eh bien, c'est forcément la limite. S'il y en a plusieurs, il va falloir déterminer lequel des points fixes est la limite.